Bonjour à toutes et à tous. Merci Pauline de nous rejoindre pour ce séminaire. Donc Pauline, tu es doctorante à l'EHESS et nous avons échangé il y a quelque temps à propos de projets et d'intérêts communs qu'on a sur la recherche. J'ai effectivement un séminaire qui s'appelle Éduquer à l'heure des crises environnementales, qui était mon séminaire du premier semestre au sujet duquel on s'était contacté. Et le séminaire du deuxième semestre a des points communs avec la question de l'environnement, mais il porte plus précisément sur la question des compétences psychosociales en milieu scolaire. Mais comme je l'ai dit lors de la séance d'introduction, en fait, dans la manière de traiter des compétences psychosociales, notamment dans le cadre français et puis même international, on parle de compétences cognitives, sociales, émotionnelles, et il y a un certain nombre de ce que j'ai appelé des trous dans la raquette, et notamment le rapport à la nature et le rapport à notre environnement en faisait partie. Et donc c'est pour ça qu'on a au moins deux séances dans le cadre de cette série de séminaires, celui de la semaine dernière qui portait sur le rapport à la nature dans les écoles alternatives au Japon, et puis la séance qu'on fait avec toi aujourd'hui, qui vise à réfléchir, à inclure en tout cas ce début de réflexion sur les compétences psychosociales en milieu scolaire. Et donc en milieu scolaire, j'entends toujours ça au sens très élargi, ça peut être périscolaire aussi. Et donc je vais te donner la parole tout de suite, tu peux te présenter plus en détail si tu le souhaites, et puis nous parler de ton projet de recherche. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Pascal pour l'invitation et merci à tout le monde d'être présent. Et je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous en présentiel. Pour compléter ce qui vient d'être dit, oui, en fait, moi je travaille donc en doctorat, enfin je suis encore en thèse, je suis en dernière année de thèse, donc je suis sur la fin. J'ai fait une thèse dans le cadre du programme de recherche Océan et Climat du CNRS et de l'IFREMER, dans le défi numéro 7, qui consiste à partager les connaissances scientifiques sur l'océan et les enjeux associés du 21e siècle avec les publics en alliant sciences et arts. Et je suis donc, j'ai une double direction pour ça. Je suis encadrée par Tiffaine Samoyo en littérature à l'EHESS, au CRAL, et par une écologue qui s'intéresse beaucoup à la fiction et au récit, qui s'appelle Anne-Caroline Prévost, au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et donc, moi, je suis vraiment en recherche, création slash action. C'est un peu long, mais je me situe à cet endroit-là. Et donc, à l'intersection entre littérature et sciences de la vie marine, principalement écologie et éthologie. Et, et donc, moi, juste pour vous situer rapidement deux éléments de contexte, moi, je suis partie de ces constats que malgré que l'océan et la vie marine, la biodiversité marine jouent un rôle essentiel pour la vie sur Terre et les futurs des sociétés humaines, qu'on sait aujourd'hui que ces mondes sont abîmés et menacés dans le contexte de l'Anthropocène et que donc il y a des changements transformateurs, pour reprendre le terme de l'IPBES, l'équivalent du GIEC sur la biodiversité, donc à engager pour protéger et régénérer ces écosystèmes. Et bien, le constat, c'est que nos perceptions, notre compréhension, donc nos imaginaires collectifs centraux, c'est-à-dire ceux qui prédominent, manquent de récits pour accompagner ces changements. Et surtout, on a un manque de récits qui intègrent les savoirs scientifiques sur les grands fonds marins, les abysses en particulier, qui sont encore des mondes très méconnus, y compris de la science, et lointains pour nous et inaccessibles pour la plupart des humains. Et on manque de récits capables de toucher le plus grand nombre. Donc, dans ce contexte, moi, je m'inscris vraiment dans ce contexte-là de scientifiques et d'auteurs ou d'artistes qui cherchent à nouer, ou plutôt à renouer des alliances entre sciences naturelles et littérature, et art narratif plus largement pour expérimenter, explorer des formes de récits, de dispositifs, des manières de raconter ces mondes et d'engager différents publics, notamment les nouvelles générations au service de ces changements transformateurs. Et, moi, je suis, donc, comme je dis, en dernière année de thèse. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment une recherche encore en cours, donc avec beaucoup d'interrogations encore. Et je serais contente d'avoir vos retours
aussi pour ça. Moi, la question du coup qui m'intéresse là par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment cette question de savoir comment impliquer des publics moteurs. Alors moi, j'aime bien essayer de travailler ou d'aller chercher ce que j'appelle des publics moteurs. C'est des publics qui, comme les générations futures, il me semble, vont pouvoir peut-être à un moment être moteurs de changement ou acteurs de transformation. Et c'est pour ça que les jeunes générations m'intéressent particulièrement. Donc, comment impliquer des publics moteurs euh, en leur donnant des clés et des moyens de se saisir de, de récits et de dispositifs. Donc, que moi, je travaille sous la forme de zoopoétique, des récits et des dispositifs zoopoétiques. Je vais y revenir. Bleus, donc, qui concerne l'océan, pour diffuser et transmettre ces savoirs plus largement à la société. Et donc pour ça, une des pistes que j'explore dans ma recherche, c'est un terrain d'expérimentation expérimentale, donc totalement, de laboratoire, de zoopoétique, je les ai appelés comme ça pour l'instant. Et en fait, je conçois ces laboratoires et je les anime à partir d'un travail que je fais avant dans ma thèse, qui est donc une étude de corpus de récits zoopoétiques, à la fois livresques mais aussi filmiques, et de récolte de données scientifiques des sciences de la vie marine que je fais en faisant des entretiens avec des scientifiques dans différents labos. Et donc à partir de ça, à partir de cette matière-là, je conçois et j'anime ces ateliers de terrain où j'intègre du coup les récits, un récit en fait que moi j'écris, mais je vais y revenir ensuite. En tout cas, c'est à partir de cette méthode que je travaille. Et, et donc voilà. Et donc il y a vraiment une visée pédagogique dans ce type de terrain-là particulier, de ces types d'ateliers-là, puisque l'enjeu, c'est quand même voilà, de transmettre des connaissances scientifiques par ces dispositifs de laboratoire zoopoétique. Euh, voilà, je l'ai pas dit, mais peut-être pour que ce soit un peu vivant et interactif, on peut se dire que si vous avez envie d'interagir, de poser des questions durant la présentation, c'est possible, plutôt que de faire le format des questions après, on peut aussi le faire comme ça. C'est comme vous le sentez. Oui, vous pouvez aussi mettre des questions dans le chat au fur et à mesure si vous en avez, bien sûr. Oui, je peux regarder. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire dans un premier temps bah, un petit focus sur mon approche méthodologique zoopoétique, du coup, à partir de quelle méthode j'ai travaillé pour construire ces ateliers. Ensuite, vous parlez donc de trois ateliers, trois premiers ateliers que j'ai menés avec donc une forme de retour d'expérience. Et puis ensuite, une conclusion pour ouvrir la discussion avec vous sur les premiers éléments d'analyse de ces expériences de terrain autour de ces enjeux pédagogiques et qui passent pour moi par cette approche zoopoétique. Euh, donc, le, donc voilà, la question principale, c'est en quoi l'alliance des sciences de la vie marine et de la poésie, que je vais convoquer ici, donc en particulier donc dans cette perspective zoopoétique, peut-elle aider à transformer les imaginaires de la mer et les relations des nouvelles générations à l'océan? Donc pour faire ça, je vais donc croiser zoo et poétique. Comment je définis ça? Alors, je pars des travaux et de la théorie, enfin des théories qui ont été formulées par Anne Simon en France, donc dans le champ, elle n'appelle pas ça champ, mais dans cet espace de réflexion et de pratique zoopoétique, je pars donc de sa définition dans Une bête entre les lignes, donc cet essai zoopoétique qu'elle écrit en 2021, avec cette idée que l'un des enjeux de la zoopoétique, c'est d'abord de remettre les animaux au pluriel et au centre, euh, que le rôle pour ça de la littérature euh, est important, puisque elle écrit, c'est un art fondamentalement vecteur et doué pour exprimer les interdépendances entre vivants et leurs différences.
Ce que je trouve intéressant dans cette approche aussi, c'est qu'elle souligne l'importance pour ça du dialogue entre les littéraires et d'autres disciplines. Euh, donc, en fait, la zoopoétique, dans le sillage d'Anne Simon, pour moi, c'est d'abord ça, c'est euh, dialoguer avec les sciences de la vie, euh, donc animale et marine, pour intégrer leur conception et leur perception des mondes animaux. Donc, c'est-à-dire des mondes qui sont effectivement divers, pluriels, qui sont agents, qui sont sujets, mais je vais y revenir. Donc voilà, c'est déjà ce dialogue-là. Et donc moi, j'ai besoin de rajouter à ce cadre théorique-là euh, également les travaux en... Donc moi, je m'appuie sur tout un corpus poétique. Là, je vous ai mis quelques exemples avec cette idée à chaque fois d'aller chercher des textes ou des formes de récits multimodaux qui intègrent en partie ces savoirs scientifiques et y mêlent la littérature, donc soit de fiction ou poétique. Et donc, euh, moi, je me nourris aussi d'autres travaux contemporains qui viennent enrichir mon cadre théorique, qui sont tous les travaux en humanité bleue, euh, qui ont été, dont le terme a été forgé par Steve Mans, vous le savez peut-être, en 2018, qui s'intéresse en fait, donc ça c'est vraiment un champ plutôt sciences sociales, mais quand même à l'initiative donc de Steve Mans, qui est en littérature, en recherche en littérature. Et donc ces chercheurs s'intéressent au monde océanique dans les récits et les imaginaires, mais avec ce même prisme, cette même perspective de considérer ces mondes, à la fois l'océan comme système et à la fois ses habitants, comme agents, voilà, comme dotés d'agentivité, et donc voilà, comme sujets qui agissent sur leur environnement, sur le monde. Donc là, vous avez à l'écran une petite extrait euh, d'un texte de Hélène Artaud, Frédéric Schluss et Maria Roy, hein, qui mentionne les travaux référents de Elisabeth de Lougret, qui a écrit donc ceci, qu'avec l'Anthropocène, un nouvel imaginaire océanique est né et que l'océan, dans ce contexte, est perçu vraiment comme agent. Euh, donc voilà, ça c'est mon cadre théorique. Et puis, et puis voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller montrer et chercher l'océan vivant, donc la biodiversité marine qui représente 60 à 80% de la biodiversité mondiale. Donc c'est vraiment ça l'enjeu aussi de, de valoriser ces connaissances scientifiques océaniques. Pour du coup transformer ou faire évoluer nos imaginaires et essayer de changer de perspective par rapport à une perspective qu'on a encore majoritairement de voir l'océan comme un vaste territoire du vide ou un monde du silence, même si ça a beaucoup évolué. Mais Pauline, est-ce que, pardon, je vais savoir si je pouvais poser une petite question. Là, tu nous as présenté ton cadre théorique et on ne s'est pas rencontrés, je t'ai jamais posé cette question, mais est-ce que toi-même tu es autrice? Est-ce que tu écris sur l'océan par ailleurs en tant qu'auteur ou tu travailles sur ce thème uniquement en tant que chercheuse et chercheuse engagée sur ces questions-là? Ah oui, ben merci pour cette question. Je pense que j'allais l'évoquer, mais en fait, alors là, ce que je vais vous présenter, c'est un peu un entre-deux parce que moi, oui, j'écris. Enfin, moi, disons que pour me situer totalement, j'ai 40 ans et je fais cette thèse donc aujourd'hui, mais avant, j'ai eu une vie précédente. J'étais journaliste. En freelance et en fait j'ai pratiqué c'était mon premier métier pendant 12 ans un type de journalisme qu'on appelle le journalisme narratif. Et donc, j'ai beaucoup travaillé cette question du récit, et du récit autour des faits, tissé autour des faits et avec des codes finalement de la littérature, puisque vous le savez sans doute, le journalisme prend sa source au 19e siècle dans la littérature, et donc convoque des codes communs avec ceux de la fiction, de la littérature finalement, et aussi la poésie.
Donc moi, j'ai toujours, c'est mon terrain premier et c'est toujours mon terrain aujourd'hui, oui, l'écriture, les mots, la mise en forme des faits. Euh, et l'objectif de cette recherche-création, oui, c'est d'avoir une partie d'écriture et de création aussi moi, mais qui peut prendre plein de formes différentes. C'est-à-dire que je pense que l'écriture de ma thèse elle-même va en partie être traversée par ça, et que là, les ateliers que je vous présente, euh, en fait, moi, j'en parlais tout à l'heure, mais je compose des récits que je partage du coup à ces participants d'ateliers pour introduire les ateliers. Et puis dans ma thèse, il y a aussi un autre volet dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais il y a vraiment un volet création où je co-écris une performance sur l'océan qu'on va jouer le 2 juillet à Brest. Donc oui, pour répondre à la question, oui, j'ai aussi, Merci beaucoup. je travaille en fait, et aussi ça me permet de dire que mon approche, elle est théorique et pratique. C'est pour ça donc c'est une recherche-création. C'est que j'ai un volet, comme je vous le disais tout à l'heure, étude de corpus et vraiment très spéculatif dans ma thèse. Et puis j'ai un volet très expérience donc de terrain et d'écriture collective et aussi personnelle. Donc oui, absolument. Et donc l'idée donc de cette approche zoopoétique bleue, c'est donc d'allier science et poésie, donc pour donner place, vie et voix à ces peuples agents des abysses dans des formes de récits slam ici, et donc pour essayer de recomposer ou de faire évoluer des imaginaires que moi je qualifie de zoopoétique bleue. Je ne l'ai pas dit, mais les abysses, il y a une diversité de définitions. Euh, dans les différentes disciplines scientifiques, il y a plusieurs définitions. Moi, je définis les abysses. Euh, en fait, c'est pour moi, c'est l'océan obscur. C'est la zone qui n'est pas traversée par la lumière solaire. Donc, c'est à partir de 200 mètres et ça descend jusqu'à 11 000 mètres. Donc, c'est une zone assez importante, mais c'est tout l'océan obscur qui m'intéresse ici. Et donc, dans ces ateliers que je vais vous présenter, l'idée, c'est vraiment de travailler ça, d'aller chercher avec les participants et moi, dans les récits que je vais leur partager, des histoires naturelles mises en forme par les outils littéraires qui vont mettre en scène et donner voix à des êtres vivants sous-marins qui seront considérés donc comme d'une part acteurs essentiels des écosystèmes. Ça, c'est vraiment l'approche écologique, l'écologie scientifique. Donc, on va mettre en scène on va mettre en scène les interactions entre ces acteurs qui font fonctionner les écosystèmes, donc des interactions à la fois biotiques et abiotiques, entre êtres vivants et avec l'environnement. On va mettre en scène aussi des individus dotés d'intentionnalité, d'expérience, d'émotion, de perception. Ça, c'est toutes les notions clés de l'éthologie, qui est une science avec laquelle je travaille aussi pour élaborer ces récits. On va aussi, donc de fait, donner voix à des sujets qui sont dotés de formes de communication ou de langage. Le terme employé peut se discuter. Moi, je parle de langage et notamment de langage sonore. Puisque là, je travaille le slam et la poésie, j'ai une approche très son et sonore aussi dans cet atelier et ces expériences de laboratoire zoopoétique. Et donc là, je vais aller travailler avec les disciplines qu'on appelle la zoosémiotique ou l'écho et la bioacoustique. Pour faire la petite différence, l'écho et la bioacoustique. L'écho-acoustique, elle vient de l'écologie. Donc, ils vont étudier les sons émis par les vivants dans un prisme d'écologue, donc en étudiant les interactions entre ces êtres vivants. Et puis les bioacousticiens, ils vont vraiment se situer dans un prisme plutôt d'éthologue. Donc ils vont étudier les sons et ce que ça peut exprimer comme intentionnalité, comme émotion, etc. Et puis du coup, voilà, l'idée c'est donc dans cette perspective très zoopoétique au premier sens du terme, tel que l'a théorisé Anne Simon, c'est l'idée d'aller donner dans le récit un rôle de premier plan, un premier rôle, un rôle d'acteur, de protagoniste au même titre que des protagonistes humains dans des récits. Euh, et donc là, de changer un peu de perspective, on n'est plus
dans la représentation d'une nature qui est paysage, silencieux, inerte, à l'arrière-plan des activités humaines. Donc là, dans ce sens-là, on va travailler justement donc l'enrichissement ou l'évolution des imaginaires. Et donc cette notion d'imaginaire, deux mots là-dessus, moi je la prends donc à la fois dans le sens de l'imaginaire collectif. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont nos imaginaires collectifs sur les abysses aujourd'hui. Donc imaginaire collectif, défini par Florence Busse-Despréry, c'est cet ensemble de significations qui structurent les représentations, les actions et les affects d'une société ou d'un groupe social. Et puis, dans cet imaginaire collectif, qui est composé d'une diversité, là aussi, d'imaginaires, il va y avoir ce que Cornelius Castoriadis a expliqué dans l'institution imaginaire de la société. Il va y avoir un imaginaire central, un imaginaire social central qui prédomine sur les autres. Et puis, du coup, moi, je vais m'intéresser aussi à, donc, je disais, comment interroger, enrichir, faire évoluer nos imaginaires à nous, français, européens, issus de sociétés occidentales, industrialisées. Tout ça est pareil, difficile à définir. J'ai pas encore stabilisé les termes, mais alors j'hésite encore à reprendre peut-être la terminologie d'Hélène Artaud, l'idée de nous situer dans un imaginaire elle appelle atlantique, en référence à ces sociétés d'Europe de l'Ouest dont nous faisons partie et d'Amérique du Nord, donc autour de l'océan Atlantique, qui ont un imaginaire relativement commun de l'océan et de ses vivants. Donc un imaginaire qui est très ambivalent, qui est à la fois fait de peur et de fantasmes et d'idéalisation. Donc on a un rapport à la vie marine et aux animaux marins que l'on craint ou que l'on fantasme, un rapport aussi, donc tout ça nourri de mythes très anciens et de récits anciens, un rapport aussi à une ressource, à ce qu'on appelle la ressource de pêche. Euh, voilà, donc je vais m'intéresser à cet imaginaire-là duquel on part. Et puis pour finir sur la méthodologie de l'atelier et de l'expérience j'ai envie de proposer aux participants, euh, en fait, je vais... oui, alors pardon, excusez-moi 2 secondes, je reviens sur... ah, voilà, j'ai perdu. Juste 2 secondes, j'ai oublié une diapositive. Euh, pour la notion de récit et de dispositif, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le récit comme un dispositif narratif et pédagogique, et donc de considérer le ou les récits comme à la fois énoncé, donc discours sûr, et aussi manière de raconter, énonciation, donc bien sûr fond et forme qui interagissent en permanence avec cette idée que voilà coexistent, dont je vous le disais tout à l'heure dans le sillage de mon précédent métier, coexistent les faits, la connaissance, l'information et aussi les émotions et les impressions de sens. J'ai mis entre guillemets impressions de sens parce que pour parler de cette définition du récit, j'aime bien me référer à une citation de Rachel Carson que j'aime beaucoup dans Le sens de la merveille qu'elle écrit en 1956, pardon. Elle écrit si les faits sont des graines qui plus tard permettront d'accéder à la connaissance et la sagesse, alors les émotions et les impressions de sens sont un sol fertile sur lesquels où ces graines grandiront. Mais donc voilà, une sensation, ça peut être une impression, mais ça peut aussi être une information perçue par les sens. Et donc voilà, donc c'est cette alliance-là qui m'intéresse dans la notion de récit. Euh, Et tout ça en référence aussi, bien sûr, à deux textes fondateurs d'Aristote, la poétique et la rhétorique, qui interagissent aussi sur cette notion. Euh, voilà, bon, je ne vais pas trop m'étendre sur la fameuse notion de nouveau récit, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'idée de faire évoluer les imaginaires. Et, hum, Et ensuite, la notion de dispositif, je me suis posé la question de comment construire ces ateliers, une fois que j'ai des récits à partager et qu'on va créer des récits ensemble, sous quelle forme on va faire ça, donc quel dispositif d'expérience, d'atelier. Et pour ça, je me nourris
notamment de la définition de dispositif de Foucault, qui est repris dans un livre du philosophe italien Giorgio Agamben qui s'appelle Qu'est-ce qu'un dispositif? Et donc avec cette idée que donc Agamben définit le dispositif, donc en référence à Foucault, comme tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité à capturer, à orienter, à déterminer, à intercepter, à modeler, à contrôler et assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. Bon, et moi, ce qui m'intéresse surtout dans cette approche, c'est qu'il y a l'idée de prendre en compte trois choses, trois éléments dans la notion de dispositif, trois logiques qui ont elles-mêmes été théorisées par Popper, pardon. Le premier volet, c'est le volet mental. C'est l'idée d'aller travailler justement cette question des imaginaires à travers des récits, d'aller interroger, marquer, influer les esprits, la prise de conscience, les mentalités. Donc c'est le terrain des idées, de la pensée, des représentations, c'est le monde mental. Le deuxième volet, le deuxième monde, c'est le monde social, sociétal, euh, qui peut se situer au niveau des institutions, des organisations, à des instances citoyennes. C'est comment faire pour que l'on euh, intègre ce monde social après avoir intégré le monde mental. Et puis ensuite, c'est le monde biophysique enfin voilà, qui considère vraiment l'action concrète. Et donc là, on se situe dans le volet de l'action politique, à l'échelle peut-être plutôt institutionnelle. C'est comment donner du pouvoir, comment agir concrètement. Euh, voilà, c'est le levier de l'action. Et donc ces trois dimensions m'intéressent et elles fonctionnent ensemble, comme le disait Foucault. Ensuite, j'ai une autre source d'inspiration. Enfin, plusieurs autres sources d'inspiration, c'est d'essayer de concevoir des pédagogies actives. Il faut que je garde un œil sur l'heure, par contre. Oui. Euh, D'essayer de concevoir des pédagogies actives et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des ateliers où le public participe, bien sûr. Mais là, on a un objectif de produire en groupe, de créer des slams, des récits ensemble. Donc, moi, pour ça, je m'inspire donc d'abord enfin, de la théorie du U que je croise à la théorie des cycles adaptatifs de Holling. Alors, la théorie du U, vous la connaissez peut-être, c'est un processus de transformation à la fois individuel et collectif qui a été développé par Otto Scharmer aux États-Unis, qui est enseignant-chercheur au MIT. Et c'est l'idée de faire émerger des solutions, des comportements, des actions en adéquation avec besoin de penser un futur euh, soutenable et différent de- de- du modèle de société qui a contribué à engendrer les crises sociales et environnementales. Donc, pour ça, c'est l'idée de proposer une introspection à la fois individuelle et collective et donc d'avoir une descente au fond du U assez introspective et puis et en même temps toujours connecter l'individuel au collectif et puis ensuite une remontée qui nous pousse et nous porte vers plutôt un élan d'agir. Mais ça, j'y reviendrai. Et ensuite, la théorie des cycles adaptatifs de Holling, moi, je l'ai découvert en travaillant avec les sciences naturelles et je la trouve passionnante aussi pour concevoir des méthodologies parce que elle fait exactement la même chose que la théorie du U en soi. C'est l'idée de partir d'en haut, donc d'avoir une prise de conscience des enjeux qui sont pas très réjouissants et puis d'essayer de remonter vers une forme d'espoir lucide. Et la théorie des cycles adaptatifs de Holling, c'est une théorie des socio-écosystèmes, du fonctionnement des socio-écosystèmes, qui est intéressante parce que, attendez, je suis en train de voir qu'en fait, il n'y a pas les schémas sur mon slide. Comment se fait-il que je n'ai pas les schémas? Eh bien, tant pis. Vous ne voyez pas les schémas là, non? Non, non, c'est tout blanc. Je pense que ceux qui connaissent la théorie du U imagineront très bien quel peut être le schéma. Ah, Sinon, la vous prenez théorie du 15 secondes pour regarder sur Internet.
C'est pas très compliqué la théorie du U et la théorie d'Olling non plus, c'est un 8. C'est un 8, donc une boucle en forme de 8, mais qui ne boucle pas tout à fait au même endroit. Et c'est cette idée que les socio-écosystèmes passent par quatre phases successives cycliques. Une phase de croissance, une phase de stabilité, une phase de crise et d'effondrement, puis une phase de résilience. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je m'inspire de ça. Et puis aussi d'outils d'intelligence collective pour échanger, débattre et créer en groupe. Donc, les trois exemples que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était trois premiers ateliers que j'ai menés. Donc, le premier avec la Fondation Tara Océan. Il y en a eu deux en réalité avec la Fondation Tara. À Lorient, puis à Paris, à l'Académie du Climat. Ensuite, un deuxième atelier. Alors, en fait, je suis désolée, il y a des images qui sautent, hein, je ne sais pas pourquoi. Un deuxième atelier avec l'Institut Jeanne Goodall pour la troisième édition du Réveil des forces sauvages à Paris aussi. Là, j'étais avec des collégiens. Et puis, le dernier atelier, c'était un public d'étudiants de PSL pour la PSL Week qui était dédiée à l'océan, Mhm. euh, voilà, en 2025. Et là, ce qui est très étrange, c'est que ça a du mal à charger. Donc là, donc ces ateliers, euh, l'objectif, c'est donc je vous disais, de partager des savoirs éco-éthologiques sur la vie des abysses en en proposant aux participants de créer des slams. Et je commence toujours ces ateliers par un petit temps d'icebreaker où moi, ça me permet de sonder un peu les imaginaires du moment chez les participants, les imaginaires donc de l'océan. Et donc, à chaque fois, je leur propose un petit temps de plongée à l'intérieur d'eux-mêmes, en fermant les yeux, euh, avec, bah voilà, en leur demandant ce qu'ils perçoivent. Je vais vous faire écouter en fait le son, si ça marche, ce sera plus clair. Donc ça, c'est un extrait de l'atelier qui a été fait à Lorient avec Tara et qui a été capté en son par Radio Balise, qui a fait un reportage sur l'atelier. Et je vous dis la mer, l'océan. Imaginez une scène. Qu'est-ce que vous voyez sur cette scène? Essayez de visualiser le détail. Il y a peut-être des images, des sons, des pensées, des émotions. Ou bien quand vous pensez à la mer, l'océan, c'est bon, visualisez cette scène. Donc ça, c'est la question que je leur pose à chaque fois et c'est vraiment l'idée qu'ils prennent d'abord un premier temps, donc ça, c'est les outils d'intelligence collective qui prennent un premier temps individuel, personnel, les yeux fermés, pour visualiser une image qui peut être donc sous différentes formes, comme je le propose dans la question, et qu'ensuite, ils se tournent vers leurs voisins et là, il y a un temps d'interaction à deux, en petits groupes, pour échanger cette vision qu'ils ont eue, ce récit, cette image de la mer qui est venue à eux. Et puis ensuite, je leur propose un temps d'échange en grand groupe où là, les volontaires partagent leur vision. Et ça peut être aussi, comme vous voyez à l'écran, ça peut être aussi sous forme de dessin, euh, ceux qui ont envie, ou d'une phrase ou d'un mot couché sur le papier. Ensuite, le premier temps, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un temps où moi je vais donc partager des histoires naturelles sur les abysses, donc dans une forme de récit que j'aurais donc écrit en amont et qui est zoopoétique. Euh, et donc le premier temps de ce récit que je leur partage avec du son et de l'image aussi hein, à l'écran, c'est une plongée depuis la surface. Et la première phase de cette plongée, donc on est vraiment en haut du U, on est dans cette phase aussi de croissance de la théorie de Holling et aussi de stabilité. C'est la phase où moi je vais raconter cette idée que l'océan est origine de la vie. Donc on est dans la phase au niveau de la théorie du U une forme de gratitude, plutôt un moment joyeux où donc là, on va prendre conscience que l'océan, à la surface,
avec toute la vie microscopique qui vit à la surface et qui est donc en grande partie le plancton, et les diatomées et dont les diatomées que vous voyez à l'écran contribuent donc depuis les origines de la vie à la vie sur Terre et notamment à la entre guillemets production d'oxygène. Donc voilà, cet océan origine nous permet de respirer et plus largement de vivre. Et donc, ça, c'est le premier temps du récit. Donc, moi, j'essaie vraiment de. En fait, mon récit, il est un petit peu en forme de slam, finalement aussi. J'essaie de faire des phrases très courtes qui intègrent quelques données scientifiques, quelques chiffres, mais vraiment mis en forme avec les outils de la poésie, si je peux le dire comme ça. Euh, Ensuite, on descend, donc on descend assez vite au fond, donc au fond du U, au fond de nous-mêmes aussi, puisque on est dans l'océan origine de la vie, on est dans l'océan origine de la vie, et au fond, dans les abysses, les scientifiques se posent justement cette question aujourd'hui de savoir ce que vont bien pouvoir nous apprendre ces écosystèmes très profonds qu'on connaît encore mal et qui ont peut-être encore des choses à nous apprendre sur les origines de la vie. Donc on plonge à l'intérieur de nous individuellement et collectivement, nos origines au fond de l'océan, dans les abysses. Et là, la plongée au fond du, elle vise à faire prendre conscience. Donc là, on est moins dans un moment joyeux et léger. On va prendre conscience que l'océan est abîmé jusque dans les abysses, jusqu'au fond. Abîmé, pollué, avec une biodiversité qui est menacée. Là, je vous ai mis à l'écran à droite, vous avez un nodule polymétallique. Vous savez peut-être ce que c'est. D'abord, c'est l'un des plus anciennes formations géologiques terrestres. euh, et qui est un habitat pour tout un tas d'organismes. Donc c'est un véritable écosystème et en fait ces nodules polymétalliques qui sont convoités aujourd'hui par différentes industries, entreprises, États pour aller extraire des minerais essentiels à fabriquer nos outils numériques. Donc il y a un gros sujet par rapport à cette biodiversité des abysses dans les champs de nodules polymétalliques et autour des sources hydrothermales, qui est un écosystème aussi autour duquel je travaille. Donc je raconte tout ça dans cette phase 2 et donc toutes les interrogations aussi qu'ont les scientifiques par rapport à ça. Donc là, on prend conscience de ce sujet, donc de l'océan abîmé. Et donc de fait, si l'océan est abîmé et que nous en venons, puisque l'océan, euh, enfin, la vie marine constitue nos origines et donc quelque part ces espèces sont nos parents et donc évidemment prendre conscience que si l'océan est abîmé, nous le sommes également. Donc là, on est au fond du euh, et voilà. Et là, l'idée, c'est qu'au fond du U, il y ait un petit twist qui se passe pour qu'on puisse remonter. Et que le twist, c'est de prendre conscience que certes, la vie est abîmée jusqu'au fond de l'océan, mais que aussi les abysses, et ça, c'est l'évolution des imaginaires en cours qui est intéressante à explorer et à partager, c'est que on a longtemps pensé, les scientifiques ont longtemps pensé que les abysses n'étaient pas habités parce qu'il n'y avait pas de lumière, justement. Donc, parce qu'il n'y avait pas de lumière solaire, il ne pouvait pas y avoir de photosynthèse, et donc on pensait qu'il n'y avait pas de vie au fond. Et donc là, l'idée dans ce twist au fond, c'est de prendre conscience qu'il y a de la vie, et non seulement il y a de la vie, mais elle foisonne. C'est l'un des plus grands biomes de la planète, le fond de la mer. Donc l'un des plus grands d'écosystèmes de vie qui est vraiment foisonnant, avec beaucoup de vie microscopique, mais pas que, et notamment des oasis de vie autour des sources hydrothermales, que là, je ne vous ai pas mis à l'écran, mais là, vous avez un exemple d'un petit micro-organisme invisible à l'œil nu qui habite autour des sources hydrothermales, que j'adore. C'est un peu mon chouchou parce que en fait, il est très, pour moi, il est vraiment, je ne sais pas comment dire, voilà, il est très personnifié du coup à notre vue, forcément. Euh, et donc, voilà, il se passe ce twist au fond. Et donc, l'idée, c'est que là, on va progressivement remonter euh, vers la surface et donc remonter du U. Et là, on va remonter
en faisant des rencontres un peu plus profondes d'espèces sous-marines que j'ai choisies comme ça, un petit peu en fonction de ce que je travaille et de ce qui m'intéressait. Donc j'ai pris à la fois des espèces qu'on connaît déjà, mais peut-être pas encore tout à fait, donc comme les, les cétacés ou les céphalopodes, mais aussi des poissons. Voilà, il y a l'idée de faire voir le monde et raconter le monde vu par les poissons ou vu par les espèces sous-marines. En tout cas, ce point de vue-là, donc très zoopoétique encore une fois. Donc là, je vais raconter pareil plusieurs histoires. C'est plutôt sous un prisme biographie animale, donc très éthologie, en mettant en avant l'idée que toutes ces espèces qu'on va rencontrer en remontant de notre plongée à la surface, ben voilà, elles ont plein de différences évidemment avec nous, espèces humaines, mais elles ont aussi des points communs et elles ont des capacités de langage, de communication, donc des formes d'intelligence, voire pour certaines, comme les mammifères marins, de culture. Donc, je vais raconter ces histoires-là, faire écouter aussi des sons, puisqu'on va faire écouter des sons, donc des coels bioacoustiques. Là, je vous ai mis en haut à droite le fameux chant de baleine de Roger Payne, donc, qui est un bioacousticien qui a contribué à faire connaître cette idée que les baleines avaient par leur chant aussi une forme de culture, de langage et donc de monde propre. Euh, voilà. Juste deux mots, c'est que, donc vous l'aurez compris dans ma manière de raconter ces histoires, pour l'instant c'est comme ça, peut-être que ça évoluera, mais j'aime bien allier de l'image et du son et donc aller chercher aussi des références qui sont vraiment à l'intersection entre l'art et la science, donc notamment toutes les planches de Ernest Haeckel que vous connaissez sans doute. Donc à l'origine du mot écologie, donc ce naturaliste du 19e siècle, qui était aussi artiste, qui dessinait. Et donc voilà, aller chercher toujours des visuels ou des images qui incarnent cette alliance art et science. Et voilà, quelques images du fond. Et ensuite, on rentre dans le temps de l'atelier de création, de production collective, donc de création de slam. Et là, donc je leur fais bien sûr une petite introduction pour ceux qui connaissent pas au slam, en leur donnant quelques clés ou outils dont ils peuvent se saisir ou non pour composer ces slams en un temps quand même assez record, parce que l'atelier dure idéalement 3 heures, mais parfois j'ai été obligée de faire enfin j'ai été contrainte de faire des ateliers de 2 heures, voire un peu moins. Donc à chaque fois c'est très adaptatif. Et, et donc l'idée là, je vous donne un exemple. Je vais vous faire écouter ce son aussi extrait du reportage de Radio Balide. L'idée, c'est donc de leur proposer différents outils d'écriture. Donc là, je tire de la pédagogie éloquentielle, donc avec des jeux, des outils d'intelligence collective, encore une fois. Donc, ça va être le jeu de l'usine à rimes, où on va s'envoyer des rimes à l'oral, en cercle, debout, de la banque de mots, comme vous voyez là à l'écran. Je commence à constituer une banque de mots que je les invite à continuer, qui peuvent nourrir leur écriture. Donc, une banque de mots avec différentes colonnes, comme vous voyez à l'écran. Donc, des éléments, des animaux, des couleurs, des textures, des qualités, des émotions avec l'idée de les inviter ensuite à croiser ces mots et à associer ces idées pour composer des vers. Et aussi, je leur partage des amorces de quatrain, éventuellement, je suis, je vais, je m'appelle, voilà, des choses comme ça, issues aussi de la pédagogie éloquentielle. Est-ce que je vous fais écouter ça? Est-ce que j'ai le temps? Vous amuser à commencer à faire des associations sans trop réfléchir pour commencer à faire ces fameux jeux métaphoriques, poétiques, et, et voilà, ces associations de mots et d'idées. En fait, là, je partage une petite phrase de Federico Garcia Lorca qui dit: La poésie, c'est la rencontre de deux mots que personne n'aurait jamais imaginé ensemble. La poésie, c'est aussi cette musique
que tout homme porte en soi. Ça, c'est Shakespeare. Et je vous partage aussi un exemple d'un aphorisme et d'une métaphore donc poétique de Sylvain Tesson. Vous connaissez peut-être. J'aime beaucoup celle-ci. Il décrit la mer, ce cœur qui bat entre deux côtes. Voilà. Donc, vous pouvez partir de cette banque de mots, ou vous êtes d'une banque de mots si vous en avez besoin, euh, et puis laisser dérouler vraiment comme ça vient. Alors, moi, je n'en ai pas de contrainte de. On va pas se dire on écrit un quatrain avec un verbe toutes les deux phrases, ou on va pas se mettre de contraintes, encore une fois, trop académiques, mais essayer voilà, de faire chanter les mots au maximum, de jouer avec les sonorités, euh, le rythme aussi. Mais tout ça, vous allez le travailler, enfin, vous allez écrire. Et puis de pas trop réfléchir, de laisser venir un petit peu comme ça vient. Je peux vous partager une amorce aussi de. Voilà, je vais peut-être pas tout vous faire écouter, mais c'est ce que je vous disais là. L'idée, c'est de leur partager voilà, quelques petites choses. Je leur fais écouter aussi des slams qui, moi, m'ont nourri ou inspiré. Voilà. Et ensuite, enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de les inviter, donc, dans cette perspective zoopoétique, d'aller chercher à exprimer, à composer des formes de poétique du souffle ou des sons de poissons, donc de se mettre toujours, enfin d'essayer d'être dans un point de vue un peu décentré de notre point de vue humain, d'aller chercher voilà, à composer par exemple une sémiotique des clics ou des chants cétacés, à essayer d'interroger ce que c'est qu'une écriture du mouvement, de la nage ou des rythmes aquatiques, ou encore avec l'aide de la bio de l'écosémiotique, à essayer de composer un langage des ondes, aussi des infrasons qu'émettent certains vivants sous-marins. Donc, voilà, et c'est vrai que je vais dire juste deux mots là-dessus, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup alors on pourrait en débattre, mais enfin, dans ce qu'on appelle la poésie ou le langage poétique, c'est qu'il me semble que c'est un langage très riche pour aller chercher toutes ces formes de langage non humain qui prennent donc qui s'expriment sans mots ou en mots d'avant les mots, pour reprendre la jolie formule de Richard Powers dans L'Arbre Monde. Donc en mots d'avant les mots, c'est-à-dire en son, en couleur, en lumière, en mouvement. Et qu'il me semble que voilà, non seulement la littérature est dans toute sa richesse langagière et narrative est riche pour ça, mais la poésie peut-être étant un langage aussi créateur d'images, très mélodique, musical, rythmique, peut-être, enfin, est pour moi en tout cas une piste intéressante pour composer des récits où on peut donner voix à ces mondes-là, qui ont d'autres manières de s'exprimer et de vivre. Euh, voilà, et donc ensuite je les laisse en temps de création. Ils peuvent composer à deux ou tout seuls, libre à eux. C'est pas toujours facile de composer un slam tout seul quand on n'en a jamais fait, donc là je les laisse libres. Et puis bien sûr, je suis avec eux et donc voilà, soit ils composent en écrivant sur du papier, soit sur leur téléphone, ça dépend. Et puis ensuite, évidemment, on a un temps de restitution finale dans l'atelier où l'idée c'est de venir partager, si on a envie, encore une fois, il n'y a pas forcément d'obligation. En fait, ça dépend à chaque fois des publics avec qui je suis. Le public de l'atelier avec la Fondation Tara, on était dans le cadre d'un festival, c'était un public volontaire, un peu de passage comme ça. Il y avait tout type d'âge et voilà, donc je, je les pousse pas trop forcément à partager s'ils n'ont pas envie, mais en fait tout le monde en avait envie. Donc globalement, tout le monde a partagé à chaque fois et a déclamé son slam. Moi, ce que je fais à chaque fois à ce moment-là, c'est ça qui est peut-être pas évident dans mon dispositif, c'est que je capte en son leur déclamation
D'abord parce que pour moi, bien sûr, vous l'aurez compris, ce temps d'atelier, c'est un temps de récolte de données aussi. Euh, et en fait, c'est un peu complexe parce que c'est à la fois un temps de récolte de données pour moi, un peu sur les imaginaires, sur les processus de co-création et aussi de récolte de données dans la perspective, si c'est possible, de monter à terme des podcasts, de monter ces slams, si on en est content, si on a envie de les partager ensemble, de leur proposer de les monter en podcast et ensuite de les diffuser à plus large public. Donc, du coup, moi, ce temps-là, je le capte en son à chaque fois. Euh, et donc là, j'ai peut-être, je peux vous faire écouter un premier slam. Donc ça, c'est l'atelier que j'ai fait avec l'Institut Jeanne Goodall. C'était vraiment une classe de collégiens et qui sont dans un programme qui s'appelle Roots and Shoots de l'Institut Jeanne Goodall, un programme voilà, que vous connaissez. Donc là, je vous en fais écouter un. J'aime bien les pélicans, mais je suis trop distant, je suis trop recherché pour ma beauté. Je viens de Séoul pour relâcher des poules. Moi, les baleines, j'ai un peu de peine. Désolé, les tortues, si vous êtes abattus à cause des détritus. Bon, voilà, c'est des tout petits extraits. Je n'ai pas pu retrouver tous les sons que je voulais. Il y a une question dans le chat, Pauline. Oui, pardon. Alors attendez, je vais couper Alors, ça. je peux te la lire, hein. C'est est-ce qu'il y a déjà eu des diffusions de podcasts de ces ateliers? Et j'en profite pour poser une question technique aussi. Tu dis tu les captes en audio. Est-ce que tu as un matériel spécial ou est-ce que tu fais ça simplement avec ton téléphone? Parce que pour rediffuser après, la qualité peut être importante aussi. Oui, complètement. Alors, la première question, est-ce qu'ils ont été diffusés? Ben, en fait, comme je vous disais, c'était vraiment trois premiers ateliers. Pour moi, c'est vraiment des temps très expérimentaux et largement imparfaits. Et donc, en fait, comme je l'ai quand même fait à chaque fois avec des organisations comme la Fondation Tara ou l'Institut Jeanne Goodall, ils avaient la volonté de le diffuser. Enfin, ils avaient vraiment cette volonté-là, eux, de podcast et de diffusion. Ça leur plaisait. Donc, oui, la Fondation Tara a diffusé quelques podcasts, je crois trois quatre sur leurs réseaux sociaux. Et là, l'Institut Jeanne Goodall voulait les mettre sur son site internet, mais en fait, j'en avais pas beaucoup à l'issue de l'atelier qui était réellement montable. Ça, c'est aussi un vrai sujet. Là, celui que je vous ai fait écouter, il est assez intéressant. On peut en faire quelque chose. Il y en a d'autres, c'est un peu plus difficile. Donc, du coup, avec l'Institut Jeanne Goodall, on s'est plutôt dit qu'on allait essayer de travailler d'autres ateliers avec tout ce réseau d'écoles Roots and Schultz. Et une fois qu'on aura une certaine quantité, euh, penser à la question de la diffusion. Donc, et l'atelier PSL, c'est pareil. Alors là, c'était plus interne à PSL, mais il y avait aussi un attrait pour la diffusion podcast. Mais là, moi, je suis en fait un peu coincée aussi avec le temps de montage que ça demande et que, en fait, je peux faire moi-même en partie parce que je fais du montage sonore, mais j'ai voulu m'entourer de Thomas Debeny à l'EHESS pour m'aider à faire ça. Mais en fait, comme moi, mon objectif pour ces podcasts, c'est vraiment de travailler une forme de création sonore. Vous connaissez les podcasts de Arte Radio, par exemple, ou d'autres types de création sonore. Et en fait, moi, ce que je voulais faire, donc ça demande du temps, donc je ne l'ai pas encore fait ou fini, pour répondre à la question, c'est que l'objectif du podcast est de chercher à composer un podcast zoopoétique à partir de ces slams produits en atelier et en faisant dialoguer avec des sons d'écho et de bioacoustique qui résonnent avec le slam produit et voir pourquoi pas une composition musicale peut-être très discrète, mais peut-être qui accompagne. Je sais pas, en tout cas, moi j'avais envie vraiment de travailler ce volet création sonore. Et ensuite, la deuxième question, c'était, pardon Pascal, deuxième question, tu peux me... Excuse-moi. Oui, c'était sur le. Tu as en partie répondu, en fait. C'était sur la technique, en fait. Est-ce que tu utilises simplement ton téléphone pour capter de la matière sonore ou est-ce que tu as un matériel plus élaboré qui permet de faire des enregistrements de sons vraiment réutilisables?
Alors, je suis un peu entre deux. L'atelier Tara Océan, je vous disais, qui a été capté en son par Radio Balise, une journaliste de Radio Balise. Là, elle a tout capté en son avec un matériel pro. Donc, c'était super de la voir. En plus, c'est elle qui le faisait, donc j'avais pas à m'en occuper. Et après, pour le reste, ben oui, c'est moi qui capte avec mon téléphone et avec aussi, en fait, sur mon téléphone, j'ai acheté un petit enregistreur semi-pro qui se met directement sur le téléphone. Donc, bah là, l'apercevez à l'écran. C'est quand même un bon micro enregistreur. Et puis, j'ai aussi un zoom que je peux utiliser parfois. Voilà. Donc, on a voilà, toujours ce temps de restitution. Et donc, pour vous donner une idée de ce que je disais à l'instant, de ce que je cherche à faire en composition sonore pour les podcasts finaux, ça pourrait ressembler à ça, mais c'est pas encore abouti. Ça, c'est un. Donc là, je vous fais écouter Printemps noyé, qui est un slam qui a été composé par Nastasia Time lors de l'atelier avec Tara Océan à Lorient, que je trouve très beau, hein, je l'aime beaucoup, elle a un vrai talent. Et du coup, je l'ai pris pour essayer de tester avec Thomas Debeny, donc qui est ingénieur du son à l'EHESS, une composition, comme je vous disais, zoopoétique avec des sons éco-bioacoustiques et un peu de musique. Donc, je vous fais écouter ça. Quelle est la source, l'origine? Plancton sans S, gorge salée, mémoire vive. 3 millions d'années que nous sommes à la dérive. Quel est le nom d'origine? Plancton pluriel, royaume oublié. Serions-nous les sirènes qui vous font tant trembler? Planctopolis, où as-tu encore droit de citer? La police des plastiques à l'hiver nous a expulsés. Corps social maintenant en apesanteur. Notre chant si chaud s'abîme en profondeur. Assourdi, à cheval sur nos radeaux. Ouvre l'écoute, humain. Coupe le son des cargos. Tu verrais que tu n'es pas terrien, mais bien né dans l'eau. Nous étions frères un temps, avant qu'une n'emprunte un autre courant. Des bas-fonds, nous sommes les chevaliers errants, abîmés, bien que vivants. Rappelez vos sbires, ils se noient dans nos gires. Métaux lourds, chimie les est confortés. Le printemps va venir, et vous serez noyés. Je sais pas, est-ce que parmi les personnes qui sont en ligne, vous voulez réagir? Est-ce que vous entendez bien? Ah, c'est magnifique, hein. Donc ça, la musique que vous entendez là, vous voyez, il y a des notes un peu de piano. En fait, moi, j'avais donné une intention à Thomas, qui à ses heures compose et qui donc a composé ce morceau de musique-là, parce qu'il ne s'agissait pas de reprendre, pour une question de droit, une musique existante, mais à partir d'intentions comme ça, musicales que je lui avais données, notamment moi, j'ai pratiqué le piano il y a longtemps, j'essaie de m'y remettre, et donc j'aime beaucoup cet instrument, et il y a un pianiste qui s'appelle Guillaume Poncelet que j'aime beaucoup parce que je trouve que son piano m'embarque ou nous embarque dans l'océan, à quelque chose de très océanique. Donc, par exemple, voilà, je lui avais donné quelques références comme ça. Idéalement, dans une autre vie ou un autre futur, j'adorerais aussi me mettre à composer un tout petit morceau au piano sans prétention, très simple, mais je ne suis pas encore là. Et donc, mais voilà, tout ça, en fait, on pourra en reparler, mais tout ça, moi, je finis ma thèse, je ne sais pas très bien encore ce qui va se passer après, mais cette idée en tout cas de collaborer, de co-créer, de co-construire comme ça des récits, des dispositifs ou des slams avec plusieurs talents, ça me plaît bien et donc l'association avec Thomas était intéressante aussi.
Euh, pour finir, peut-être donc cette présentation d'atelier avant d'ouvrir la discussion, euh, vous dire que donc ce concept voilà, d'atelier, il est vraiment évolutif. Donc, là, je vous ai remis une référence à Rachel Carson, donc, qui est une de mes sources évidemment d'inspiration. Juste pour vous redire que donc, l'objectif de ces ateliers, c'est vraiment de leur faire composer donc, des récits où on essaie encore une fois de mettre les non-humains au centre en tant qu'acteurs et voix principale. Et une de mes autres références pour ça, c'est aussi un livre de Rachel Carson qui est moins connu que La mer autour de nous, qui s'appelle Sous le vent de la mer. C'est son premier livre de sa trilogie sur la mer. Donc Rachel Carson, qui, vous le savez, était à la fois biologiste marine, mais aussi littéraire, poète, qui était habité par la littérature dès l'adolescence, et qui donc est un exemple de figure d'autrice ou de scientifique qui, moi, m'intéresse beaucoup dans ma recherche, c'est-à-dire ces voix qui sont à cette intersection-là, à l'endroit de ce dialogue entre, encore une fois, sciences de la vie marine et littérature ou sciences et arts plus largement. Et donc, c'est vraiment ce qu'elle fait dans Sous le vent de la mer. Elle raconte la mer du point de vue des êtres qui vivent non humains. Euh, Elle fait des narrations descriptives. Et puis donc voilà, l'idée, là, je vous ai remis cette citation, mais donc c'était vraiment dans ces ateliers de chercher à faire, à composer autour des faits scientifiques, en convoquant toutes les émotions, les impressions sensibles que peuvent charrier les, 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 les- tous les outils et les pouvoirs de l'écriture littéraire et notamment poétique. Euh, voilà, et en fait, les perspectives un petit peu pour la suite, donc là, je ne sais pas si d'ici la fin de ma thèse, j'aurai le temps de refaire des ateliers slam de ce type. Par contre, pour prolonger un peu ce travail et surtout l'enrichir et le compléter parce qu'il est encore très inabouti et imparfait, là, je suis en train de co-écrire donc une performance avec Élodie Parent, qui est autrice de slam aussi et une équipe donc, de musiciens, de vidéastes. Euh, et pour ça, je travaille en fait avec Is Blue à Brest, de l'Université de Bretagne occidentale, qui est une école de formation aux sciences de la mer, aux sciences et techniques de la mer. Et l'idée, c'est de créer un premier spectacle prototype qu'on va jouer le 2 juillet à Brest, où l'idée, c'est de proposer, donc là, il y aura un public là aussi participant, mais un petit peu plus large, ça va être je crois, une quarantaine de personnes. C'est un public d'enseignants-chercheurs euh, de l'école Is Blue et aussi d'étudiants. Et l'idée, là, c'est de leur faire un peu dans le sillage de ces ateliers. C'est comme un espèce d'énorme atelier, mais c'est plus qu'un atelier, c'est une performance. Et on va les amener à créer un slam collectif, à composer un slam collectif. Nourri et emmené par une sorte pareil, là, de conférence un peu art science. Donc ça va me permettre de peaufiner en fait la méthodologie de cet atelier, de peaufiner des choses qui pour moi ont encore leurs limites dans cet atelier, enfin dans ces expériences que j'ai, dans ces premières expériences que j'ai faites. Et puis il y avait aussi l'idée peut-être on avait commencé à écrire un projet avec l'OCE, donc l'Office for Climate Education, pour essayer de déployer dans leur réseau d'écoles à l'international éventuellement ce type d'atelier zoopoétique. Donc c'est juste pour vous dire que l'objectif aussi c'est ça, c'est d'essayer de continuer ou de mettre en place ce type d'atelier dans des réseaux d'écoles, soit avec le programme Roots and Shoots de l'Institut Jeanne Goodall ou les réseaux d'écoles de la Fondation Tara ou encore ceux de l'OCE. En tout cas, ça, idéalement, j'aimerais beaucoup faire ça. Euh, et puis, juste pour finir, en guise de conclusion, enfin, on va en discuter ensemble. Moi, je vais pas, l'objectif aujourd'hui, c'était pas de vous livrer forcément trop mon analyse de ce terrain ou de cette expérience qui est encore aussi en construction, mais ce qui m'intéresse d'analyser à partir de ce terrain-là, c'est de voir vraiment, et donc là,
ça rejoint vraiment, il me semble, ce que vous travaillez dans ce séminaire, mais c'est de voir en quoi, en fait, cette alliance, moi, que j'explore entre science et poésie, entre donc zoo et poétique, peut jouer un rôle, quel rôle pédagogique ça peut jouer dans la sensibilisation et la transmission pour éduquer aux enjeux océaniques les jeunes générations. Euh, et notamment d'aller interroger ce rôle particulier des émotions dans la mémorisation des savoirs. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur ce sujet, de voir aussi que ces émotions, vécues en plus collectivement, donc au sein de dispositifs comme ça, participatifs et collectifs, jouent un rôle ou pourraient jouer un rôle dans la capacité à mémoriser des connaissances, notamment scientifiques. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et aussi cette idée que par les émotions, donc émotion du, du mot movere, donc cette idée de mettre en mouvement, par les émotions, on a peut-être un des leviers qui peut contribuer à mettre en mouvement, à engager les participants vers peut-être l'action, en tout cas le mouvement, soit le mouvement de la pensée qui interroge les imaginaires, soit le mouvement plus pragmatique qui met en acte la pensée. Donc en tout cas sur la notion que je crois qui a été évoquée aussi dans le séminaire des engagements. Donc ça m'intéresse d'aller analyser ça. Moi, ce que je manque encore dans ces ateliers, c'est que au départ, j'ai un petit outil de sondage des imaginaires avec l'icebreaker, mais par contre, j'ai pas pu encore mettre en place, par exemple, par système de questionnaire, un outil de sondage de comment ils ressortent de ces ateliers, qu'est-ce qui éventuellement aurait bougé, même si bien sûr, à la fin de chaque atelier, comme le veulent les méthodes d'intelligence collective, on fait un temps de débriefing. Donc moi, j'essaie de sentir aussi euh, où ils sont au début et à la fin. Mais ça, pour moi, c'est une des limites et des choses encore inabouties de mes ateliers. Je manque je pense que j'ai manqué de temps pour travailler ça. Et aussi, en termes d'animation, comme je suis toute seule, c'est pas évident. Je voulais vous partager aussi autre chose, c'était que on est en train de terminer avec ma co-directrice de thèse, donc qui est écologue au Muséum, Anne-Caroline Prévost, un article d'une étude qu'on a faite sur un roman qui s'appelle Là où chantent les écrevisses, donc une fiction qui intègre la nature écologique, telle que définie par l'écologie scientifique. Et donc nous, on a voulu essayer de... Donc là, c'est pas un atelier, mais on a voulu essayer de voir, de faire une étude de réception. On a fait une étude donc du texte en lui-même, que moi j'ai fait dans cette perspective euh, zoocritique, éco-critique, zoopoétique, en tout cas littéraire, pour voir comment était construit le récit, et ensuite comment il était reçu et perçu par les lecteurs, donc les effets de réception. Et en fait, on s'est intéressé à des notions comme l'échelle de transportation, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un récit qui peut être du coup une forme de dispositif et d'expérience, va transporter le lecteur dans la nature ou l'immerger dans ces mondes naturels-là. Quel rôle, là aussi, pédagogique ça peut jouer sur les imaginaires. Et donc on a mené cette étude-là et on va bientôt publier l'article l'article résultat, pardon. C'est pour dire aussi que ce type, pour moi, de dispositif ou de récit, peut-être que ça peut être aussi considéré comme une forme d'expérience de nature par l'imaginaire et par l'immersion dans les récits. Donc là, dans le rôle aussi pédagogique, euh, enfin, voilà, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse de creuser. Et juste pour finir, en fait, dans tout ce qui me nourrit aussi, et dans tous ces liens entre art et sciences qui se refont, entre sciences naturelles et littérature qui se refont, c'est en même temps d'avoir conscience que ces liens ne sont pas nouveaux et d'aller se nourrir aussi de comment interagissaient ces mondes avant et qu'est-ce que ça a là aussi produit en termes d'effets sur les publics et notamment d'effets concernant la transmission des savoirs, d'effets pédagogiques. Ce qui est intéressant, je fais un tout petit coup d'œil dans le rétro et après j'arrête, c'est que vous connaissez peut-être cette période, par exemple au XVIIe siècle, donc juste avant ce moment où science et lettres vont se séparer d'un point de vue théorique, du moins.
au XVIIe siècle, on a ce moment donc, de la révolution astronomique où des scientifiques comme Kepler, des astronomes, vont utiliser la fiction. Donc, on aura des formes de fiction scientifique euh, pour, euh, pour justement partager les connaissances scientifiques au public et accompagner la transformation d'imaginaire et de représentation du monde de l'époque. Et donc voilà, là je me nourris beaucoup des travaux que vous connaissez peut-être de Frédéric Toiti dans Le Conte de la Lune, et c'est sur la science et la fiction, où elle dit que voilà, à ce moment-là, la fiction scientifique est vraiment l'instrument qui permet de transformer les représentations du cosmos. Euh, à cette époque. Et puis ensuite, ce qui est intéressant aussi, ce qui me nourrit beaucoup, c'est de voir qu'au 19e siècle, enfin au 18e, 19e, donc on n'est pas encore dans la séparation radicale entre science et lettres, on a des récits, pareil, qui jouent un rôle pédagogique. On a beaucoup de scientifiques, donc Erasmus Darwin, Charles Darwin, Cuvier et Quel, et puis des auteurs de l'époque qui composent des récits entre art et science et qui vont avoir un impact sur les publics d'un point de vue pédagogique et de transmission de savoir. Et donc là, c'est le fameux âge d'or de la poésie scientifique au 19e, très éphémère, mais qui a aussi joué ce rôle-là d'ambassade. La poésie a joué ce rôle d'ambassadrice des savoirs. Et puis voilà, au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, ces liens qui perdurent malgré la séparation sciences et lettres avec des auteurs dont je vous parlais tout à l'heure, Rachel Carson ou Anita Conti. Voilà, donc moi je me situe dans ce sillage-là, avec toutes les difficultés, peut-être pour terminer là-dessus, que ça comporte aujourd'hui de chercher à refaire dialoguer ces mondes parce que ça pose des questions de méthodologie et de langage. Euh, voilà, qui sont Ils sont passionnantes en même temps. Oui, Euh, merci beaucoup. Effectivement, c'est absolument passionnant. Je vais évidemment laisser la place à nos auditeurs en ligne ou bien les personnes qui sont dans la salle pour poser des questions. Je pense que par rapport à votre parcours à vous, je pense que c'est vraiment une des séances peut-être les plus riches, les plus exemplaires parce que tu nous présentes ton travail en train de se faire et c'est ce qu'on dit en général à l'EHESS, c'est on présente la recherche en train de se faire et dans le cadre des séminaires, on n'est pas forcément là pour présenter quelque chose de complètement terminé, abouti. Et je trouve que d'abord, ton cadre théorique est extrêmement vaste. C'est presque intimidant en même temps parce que tu mobilises à la fois des savoirs scientifiques. Il y a toute une dimension que tu n'as pas beaucoup développée, mais je pense qu'il doit être à l'arrière-plan de la médiation scientifique. Comment on partage les savoirs de manière... de, de manière pas seulement informative, tu as parlé beaucoup d'émotions aussi, et effectivement, la première question que j'avais et à laquelle tu as en partie répondu, c'est par rapport à ton sujet initial ou ta problématique initiale, la manière dont tu la formules en tout cas. Et je me permets de poser la question maintenant parce que peut-être que ça peut aussi faire évoluer certaines choses, soit d'un point de vue méthodo, soit dans la construction de la problématique. C'est puisque tu dis que ton objectif, c'est aussi de contribuer à transformer les imaginaires pour mettre les gens en mouvement. Puisque tu as pas encore d'outils d'évaluation post-intervention, si on peut dire, que d'autre part, les interventions sont très courtes puisqu'il s'agit d'un atelier de 2, 3 heures, hein. J'ai beaucoup aimé à un moment une citation que tu as apportée où il était question de graines qu'on sème. Et en fait, c'est un peu comme ça que je percevais ce que tu décrivais, comme des graines qui sont semées à un moment, dont on ne peut pas savoir à quel moment elles vont germer ou de quelle manière. Et je fais un parallèle avec une conférence que j'ai faite avant-hier à la Sorbonne sur l'esprit critique pour des enseignants. Et de la même manière que l'esprit critique n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner, on ne fait pas un cours de 3/4 d'heure d'esprit critique et puis ça y est, c'est fini, c'est parti et on saura mobiliser son esprit critique. Et la métaphore qu'employait l'Éducation nationale, c'est de semer des gouttes, de distiller des gouttes d'esprit critique au travers des enseignements dans différentes disciplines. Et là, je me disais que ce qui serait intéressant, ça serait vraiment d'avoir aussi une intervention qui soit plus dans la durée
où on prenne le temps de découvrir ce que c'est qu'un slam, de découvrir éventuellement d'autres formes artistiques. Et donc là, pour l'instant, c'est pas forcément une question, mais la question, c'est par rapport à ta problématique initiale qui est de susciter l'engagement. Est-ce que à ce stade, il y aura moyen d'y répondre ou est-ce que ça va être peut-être enfin, je pense que c'est peut-être un point qui aurait à développer, à approfondir par rapport à ça. Je sais pas si je suis très claire, je suis un peu confuse dans. Si, si, c'est très, non, non, c'est très très clair parce que non, 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 complètement. En fait, oui, l'objectif initial, moi, c'était, je vais vous dire d'où est parti ce projet d'Atelier Slam. En fait, il est parti d'une expérience que j'ai eue en Guyane, à Kourou, où dans ce moment d'entre-deux de ma vie de journaliste et de ces projets de recherche que j'ai commencé dans un master à Marseille d'éco-poétique en recherche et création, j'ai eu un moment d'enseignement, j'étais prof de lettres remplaçante en Guyane pendant 6 mois. Et donc, dans un lycée professionnel et général. Et donc là, j'ai eu une classe pendant 6 mois. euh, et j'avais à travailler avec elle, notamment la séquence poésie. Et donc, c'est là où, en fait, j'ai mené des premiers ateliers slam avec eux, en me disant, pour leur enseigner la poésie, j'ai envie de leur faire pratiquer. Et en fait, j'ai été très surprise de ce qui est sorti, qui était très, très puissant, qui était voilà, très, très beau, très puissant. Et donc, j'ai eu envie de continuer. Et surtout, ce que je veux dire par là, c'est qu'en Guyane, ce que j'ai adoré, comme ce que tu viens de dire, Pascal, c'est que j'avais ce temps de travail avec un seul et même groupe pendant plusieurs mois pour aller en profondeur et donc travailler en fait en mode série d'ateliers. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse le plus, évidemment. Sauf que dans mon terrain de thèse, j'ai eu ma thèse, voilà, je l'ai faite finalement presque en 4 ans. J'ai une thèse qui est quand même assez interdisciplinaire. J'ai eu un début de thèse qui était, comme tous les débuts de thèse, complexe à mettre en place parce que, voilà, donc il fallait à la fois que je gère les terrains, qui est aussi ce moment de chercher des terrains ou de réfléchir au terrain. Ça mobilise beaucoup de temps, de logistique, de contact, etc. Donc, en fait, moi, j'ai fonctionné d'une manière, en termes de méthodo, mes terrains, je les ai à la fois pensés en amont et un peu suscités, mais ils sont aussi venus à moi par le biais des rencontres et des choses possibles à faire dans le laps de temps de ces 4 ans. Et donc, il y a eu une grande part d'improvisation. Et là, ce que j'ai pu faire avec la Fondation Tara, l'Institut Jeanne Goodall, c'était voilà, une rencontre à un moment, un événement, une possibilité de faire un terrain que j'ai fait. Mais effectivement, la grosse limite, c'était la limite de temps. Et là, comme tu dis, quand on est sur 2 heures ou 3 heures, c'est vraiment le stade de graine. Mais oui, c'est pour dire que c'est l'objectif les séries d'ateliers. Et là, les ateliers slam, j'ai pas réussi à les faire en série d'ateliers, mais pour répondre à ta question, c'est une envie pour la suite. Donc j'espère, comme je disais, que pour la suite de l'après-thèse, quelque forme que ça prendra, je pourrai continuer à faire ce type d'atelier et au long cours. Et sinon, j'ai eu l'occasion d'expérimenter un autre type d'atelier, donc où je travaille là plus avec des scientifiques et des professionnels du récit, on peut le dire comme ça, avec des auteurs de films d'animation à Nantes où là, j'ai fait une série d'ateliers où j'étais accompagnée dans l'écriture d'un scénario de film d'animation sur l'océan. Donc là, on était vraiment dans un travail au long cours, ce qui m'intéresse. Mm. Non, c'est extrêmement riche et je trouve que c'est aussi une manière différente de faire de la recherche que d'associer l'art et de travailler à la fois sur le processus d'écriture et sur les dispositifs. Enfin, je suis vraiment très, très séduite. Et vous aviez une question? Oui, c'est ça. Allez-y. Moi, c'est surtout au niveau très émotionnel de l'étude sur les abysses. Je voulais savoir parce que pour moi, par exemple, les abysses, ça évoque tout ce qui est dans le passé, les monstres, quelque chose qui se rattache énormément à la claustrophobie parfois. Et je voulais savoir s'il y avait aussi cet aspect qui revenait dans les ateliers, contrairement par exemple à l'espace. Enfin, c'est une étude Mm. que je connais moi beaucoup plus que du coup les études des abysses ou de l'océan en général. Et par exemple, avec la question de l'espace, c'était plus l'ouverture, le futur, un monde qu'on ne connaît pas mais qu'on a envie de connaître. Et c'est surtout cet aspect de, il y a forcément des êtres supérieurs à nous qui pourraient nous être bénéfiques, alors que par exemple, pour les abysses, c'est surtout tout cet aspect, c'est très historique, ils sont là avant nous, ils nous précèdent, ils ont leur place beaucoup
plus que nous dans ce monde parfois, enfin dans certains récits, avec l'idée des monstres, le kraken, etc. Mhm. Alors, je sais pas si ça revenait aussi dans les ateliers ou c'est juste moi mon impression. Intéressant. Ben, c'est intéressant ce que vous dites et merci pour la remarque parce que effectivement c'est un. Alors il y a encore autre chose qu'il faut que je fasse par rapport à ces terrains, c'est que j'analyse beaucoup plus en détail. Enfin j'ai envie en tout cas d'aller analyser un peu les récits produits Mhm. et du coup voilà les références, les imaginaires, les références culturelles et qui éventuellement ben, voilà, l'imaginaire en fait. Et, hum, et oui, j'imagine, j'ai pas tous les récits en tête et nos discussions, mais à l'image de l'imaginaire collectif central dans lequel on est encore, il est encore très marqué par cet imaginaire des monstres marins que vous évoquiez, ou de l'idée que les abysses, c'est plutôt un endroit un peu sombre, donc effectivement, soit qui nous renvoie à nos propres profondeurs, profondeurs de l'âme humaine, comme ce que fait Melville dans Moby Dick, hein. Mhm. C'est tout l'imaginaire de Moby Dick, et qui, en même temps, grâce aux découvertes scientifiques relativement récentes, nous permet de prendre conscience que c'est aussi un monde qui est loin d'être obscur. Il y a énormément de lumière, de vie lumineuse, bioluminescente dans le fond et tout l'océan obscur. Il y a un foisonnement de vie qui est ultra résilient, qui a su s'adapter à des conditions extrêmes environnementales. Donc il y a aussi tout ça à raconter. Mais oui, c'est encore présent, c'est présent. On est habité encore par cet imaginaire des monstres marins, du kraken, de Un milieu sous les mers et de Moby Dick, entre autres. Donc peut-être moins des Dents de la mer maintenant, mais encore que je sais pas. Encore peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne? Il y a une personne qui a dit qu'elle devait partir, mais qui a dit merci pour la présentation très inspirante. Et je partage vraiment tout à fait cet avis. Merci beaucoup. Vous aviez une remarque ou une question là-bas? Non, en fait, on est dans une très grande salle et donc on n'est que quatre en fait parce que comme d'habitude les auditeurs qui viennent sur site sont les pauvres étudiants de master qui sont contraints et forcés parce qu'ils veulent valider leur séminaire donc ils sont obligés de venir ici mais sinon la plupart des participants sont en ligne. On est en ligne aussi. Est-ce que vous avez des remarques, Stéphanie? Moi, j'ai une question. Si, euh, bah, j'en avais plusieurs, mais j'ai l'impression que vous aviez, que vous avez, pardon, partiellement répondu sur l'impact des ateliers. Donc, finalement, je crois que vous avez dit que vous allez analyser un peu le contenu. Euh, mais il y avait le contenu et il y avait aussi cette question de. Je sais que vous pouvez pas tout faire. Il y a déjà énormément de tests dans votre test, donc. Mais je me posais la question de est-ce que ça vous intéresse, vous, de savoir quel est l'impact des participants de votre atelier? C'est-à-dire de qu'est-ce que ça leur a apporté, pas nécessairement au sens artistique, mais au sens des connaissances ou de la réflexion par rapport justement à l'océan, à l'abysse. On voit bien que la remarque dans la salle que j'ai trouvée vraiment intéressante sur l'image qu'on a des abysses par rapport à l'image qu'on a de l'espace, c'est en effet un espace ancien euh, qui enterré en réalité, qui n'est pas tourné vers le futur. Donc, est-ce que vous avez tout simplement recueilli des impressions des participants sur une modification que vous auriez pu apporter dans leur changement de perception des abysses? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous parler un peu des interviews que vous avez mentionné faire avec les chercheurs? Oui. Euh, alors, alors oui, ça m'intéresse évidemment beaucoup, la question de l'impact des ateliers sur les connaissances, les imaginaires. Donc il faut que je travaille ça dans mon dispositif. Par contre, ce que je suis contente de pouvoir expérimenter sur ce dernier projet-là de création, ou plutôt de co-création avec Blue dont je vous parlais, de cette performance qu'on est en train de faire, c'est que, on a la chance d'être suivi, là pour le coup, par des sociologues, enfin deux sociologues je crois, du consortium Blue,
qui viennent évaluer les effets du spectacle sur le public. Donc ça va être très précieux et je pense que je vais voir comment je peux leur proposer de collaborer ou d'intégrer, de mentionner en tout cas leurs études. Et ensuite, sur cette idée de l'image des abysses qui représenterait plutôt le passé et moins le futur, contrairement à l'espace, d'abord, c'est très intéressant de voir qu'en fait, aujourd'hui, les recherches contemporaines en sciences océaniques travaillent et collaborent beaucoup avec les recherches astronomiques, enfin des gens qui travaillent sur l'univers. Et parce qu'il y a des méthodes, des outils, des méthodes, des robots, des machines qui sont similaires. Et puis ça renvoie, ces deux mondes renvoient à cette idée d'aller explorer et observer des mondes qui nous sont en fait inaccessibles, où on ne peut pas vivre, où on ne peut pas aller. Donc c'est des recherches qui collaborent beaucoup. Et je pense qu'en termes d'imaginaire, il y a aussi beaucoup de choses à travailler de ce fait-là par rapport à ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué peut-être avec les images, mais on pourrait avoir l'impression visuellement qu'en plongeant dans les abysses, à certains moments, on est dans l'obscurité, on va croiser des petits êtres bioluminescents, des micro-organismes, et qui peuvent nous évoquer un ciel étoilé, par exemple, ou l'univers avec des planètes. Donc, euh, donc ça, je trouve ça intéressant, enfin, je trouve ça inspirant d'un point de vue de création. Et ensuite, les abysses, aujourd'hui, quand même, j'ai l'impression, alors évidemment, chez certains participants informés, relativement informés, j'ai quand même l'impression que les abysses évoquent quand même un imaginaire qui est tourné vers le futur, dans le sens où, d'abord, on le voit dans certains slams et dans celui que je vous ai fait écouter, Printemps noyé, les abysses et les vies du fond vont quand même être associées parce que aussi c'est ce que je fais dans le récit introductif d'un point de vue scientifique, vont être associés à l'océan comme écosystème global. Les abysses ne sont pas dissociés de toute la vie marine océanique, tout ça est interconnecté. Et du coup, comme les participants vont associer le fond à tout ce système et ce monde océanique qui dialogue, qui interagit en permanence de la surface au fond, comme on sait comme il y a une prise de conscience que l'océan est abîmé, que ces vies marines sont abîmées, finalement, le, le, le fait d'être tourné vers le futur, c'est d'être tourné vers le futur, quel futur on veut, quel futur on met en place dans ce contexte de transformation écosystémique, et du coup, comment on fait pour protéger, régénérer ces écosystèmes marins. Donc ça invite les participants à se tourner vers des questions prospectives finalement, et vers nos futurs aussi humains, puisqu'on a pris conscience au sein de cet atelier normalement que nos futurs, notre vie d'humain dépend de ces vies sous-marines. Donc ça, je pense qu'il y a... Et puis ensuite, les abysses sont associés au futur pour les participants qui connaissent aussi, mais j'en parle un peu dans le récit introductif, ce sujet que aujourd'hui, le, il y a après la course à l'exploration spatiale, à l'idée d'aller habiter d'autres planètes ou explorer ça, on est en train d'explorer cette idée d'aller donc connaître, explorer pour peut-être exploiter des ressources et des richesses des fonds marins, voir cette idée d'habiter sous la mer. Enfin bon, donc maintenant le fond de la mer est aussi un espace où on se projette, on- et où surtout on projette nos futurs parce que du coup, pour continuer à utiliser et à concevoir tous nos outils numériques, on va avoir besoin de ces minéraux, de ces ressources minérales. Enfin, on va avoir besoin, je dis, c'est pas mon point de vue, hein, mais c'est en tout cas dans le modèle sociétal dans lequel on est aujourd'hui, a priori, on en a besoin. Et donc voilà, là, ça nous pousse vers, pareil, des questions sociétales, de choix à faire collectivement et qui sont des questions prospectives. Oui, Voilà. la question que tu poses sur justement quel usage on va faire de ces ressources et comment on va éventuellement limiter justement les appétits de ceux qui voudraient se les approprier. Est-ce que tu as rencontré dans les thématiques qui émergeaient la question de l'anxiété liée au climat, de l'éco-anxiété? Euh, Ou est-ce que c'est quelque chose qui ressort pas du tout dans le contexte que tu as En abordé? fait, je l'ai pas forcément. Alors moi, je me souviens de mémoire, je l'ai pas forcément ressenti. Je sais pas si ça tient au fait qu'on est dans un moment
de poésie quand même, de création de slam avec un format très libre, où moi je les invite vraiment aussi à, voilà, à se faire plaisir, à aller chercher aussi en eux. Je leur dis, voilà, aller chercher dans le cœur et dans les tripes ce que vous avez envie de raconter, de dire à l'océan, de dire à ces espèces si vous les rencontriez. Enfin voilà, donc je les invite à ça. Peut-être que ça permet d'oublier un peu trop d'éléments anxiogènes, ou peut-être que le fait d'avoir dans les récits que je leur partage et le prisme zoopoétique dans lequel je les invite à composer une forme d'espoir lucide. Peut-être que voilà, avec des perspectives aussi d'action, peut-être que ça aide à éviter des émotions, des sentiments d'éco-anxiété, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, je pense il y en a sûrement. Moi, c'est pas un truc qui m'a marqué dans les ateliers. Et pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant et à la question que je vois dans le chat de toi, Pascal, je crois. Effectivement, je l'ai pas, je suis désolée, je ne l'ai pas dit, mais j'ai rajouté un H à poétique, donc en parlant de zoopoétique avec un H qui fait référence à la notion de l'éthique. Oui, justement, dans cette idée de me situer pas seulement dans une zoopoétique euh, qui ferait juste référence à la poétique au sens littéraire, du récit et poésie, mais aussi à, à- à se situer en fait à une zoopoétique qui se situe dans le moment dans lequel on est, un moment où on a des questions sociétales, collectives à traiter par rapport à ces enjeux éthiques de relation à l'océan, aux vivants et donc à nos futurs communs. Donc c'est d'où le H de... Oui, c'était bien vu. Merci de le commenter. J'avais oublié que j'avais posé la question tout à l'heure, mais effectivement, ça m'avait frappé. J'avais beaucoup aimé ce H qui était venu se glisser dans dans le poétique. Et je trouve que la manière dont tu réponds, ça pose une des questions qu'on peut se poser par rapport à l'éducation, plus largement à l'environnement. Les structures dans lesquelles tu as travaillé, l'Académie pour le climat, une école qui travaille déjà sur l'océan, la Fondation Jane Goodall, tu as forcément un public qui est déjà sensibilisé, soit parce que les enseignants ont choisi de s'inscrire dans ces démarches, soit parce que les étudiants eux-mêmes, je veux dire, quand tu interviens au séminaire de Roberto Casati, sur l'océan, tu as forcément des étudiants qui s'intéressent déjà au sujet. Et les questions qui m'habitent moi en ce moment, c'est comment on peut partager avec le plus grand nombre, comment on peut sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge aussi, avec cet équilibre à trouver. On sait très bien que dispenser des informations uniquement, ça ne suffit pas. C'est qu'il faut passer par le levier émotionnel, et je pense que l'approche par l'art est vraiment quelque chose qui est un levier qui peut être très très puissant. C'est comment on produit des effets qui sont durables. C'est pas simplement, ah tiens, quand j'étais en CM2, j'avais un prof qui était sympa, on avait fait un projet sur l'océan. C'est comment ça peut inciter, ça peut inviter à s'engager plus largement pour, euh, pour plus tard. Et donc, voilà, trouver cet équilibre entre la somme d'informations qui sont dispensées, le cadre adéquat pour en parler. Et là aussi, j'ai une remarque, et tu confirmeras ou tu infirmeras, mais si j'ai bien compris, tes ateliers sont pas du tout des ateliers de type scolaire qui vont faire l'objet d'une évaluation par la suite, hein, comme ça peut être le cas. C'est l'une des intervenantes de mon séminaire premier semestre nous expliquait que pour les élèves, dès lors que quelque chose fait l'objet d'une évaluation, ça biaise complètement l'intérêt qu'on peut porter à la chose. Et elle donnait l'exemple de profs d'anglais qui ont trouvé judicieux, et en soi c'était judicieux, de faire travailler sur les discours de Greta Thunberg, par exemple. Et donc c'était extrêmement intéressant d'un point de vue linguistique, d'un point de vue de susciter l'intérêt des élèves. Mais le retour des élèves après, ça a été oui, mais à la fin, on avait une interro. Et donc, le fait d'avoir une interro à la fin, ça a complètement biaisé le rapport et au discours et l'intérêt spontané, la motivation intrinsèque, ou en tout cas semi-autonome qui aurait pu être mobilisée.
Et donc, par rapport à une réflexion plus large, par rapport à des interventions qui auraient lieu dans des cadres moins privilégiés qu'une fondation liée à l'environnement ou des séminaires où, de toute façon, les élèves ne sont plus des élèves, mais des étudiants qui choisissent d'être là. Comment on peut trouver cet équilibre entre les informations qu'on donne, la forme artistique ou en tout cas le degré de liberté aussi qu'on peut donner aux élèves pour produire quelque chose. Enfin voilà, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça et je serais vraiment intéressée de savoir ce que tu en penses. Oui, c'est vrai, merci. Oui, c'est vrai, c'est une question. Après, moi, de l'expérience que j'ai eue en Guyane, je me souviens, bah, finalement, ça n'a pas produit ça parce qu'en fait, moi, c'était des ateliers que j'ai intégrés dans mon cours. Donc, j'étais tenue en tant que prof de lettres de les évaluer. Et en fait, je leur avais dit, j'essaie de me rappeler exactement comment j'ai fait, mais tout ce qu'ils ont produit en atelier slam, atelier slam intégré dans les cours, bah, en fait, moi, je leur ai dit d'emblée que ça allait être un de mes supports d'évaluation. Je leur ai fait un type d'évaluation aussi un peu plus classique, mais j'ai intégré ces productions de slam dans l'évaluation. Et en fait, je ne sais pas si c'est la bonne analyse, mais j'ai l'impression que ce qui s'est joué, c'est que on a travaillé tellement ces ateliers slam en profondeur, dans la durée. Je leur ai montré un film qui les a beaucoup marqués, peut-être vous connaissez, qui s'appelle À voix haute, euh, qui est génial, que c'est un super outil, je te trouve, pour travailler ça. Je leur ai montré un film, je leur ai fait écouter des slams, donc on a écouté de la musique. Enfin, voilà. Et puis, je les ai vraiment invités là pour le coup. J'avais pas encore de prisme thématique, donc je les ai invités surtout à aller dire ce qu'ils avaient envie de dire ou besoin de dire ou ce qu'ils avaient là, quoi, à l'intérieur. Et bon, il se trouve qu'en Guyane, moi, j'avais des élèves, vous imaginez bien, j'avais un mélange d'élèves afrodescendants, amérindiens, métropolitains, blancs, enfin voilà, un gros mélange et avec beaucoup de problématiques sociales en Guyane, psychologiques, enfin voilà. Et donc en fait, je crois que ce qui s'est peut-être joué à ce moment-là, c'est que tout ça les a dépassés et j'ai l'impression qu'à un moment, ils en ont oublié que ça allait être un objet d'évaluation et qu'ils se sont avant tout fait du bien, fait plaisir et qu'ils ont dit ce qu'ils avaient envie de dire. Ça a donné vraiment des trucs très puissants et moi, ce qui m'a beaucoup étonnée dans ma modeste casquette de prof de lettres du moment, c'est que dans tous les devoirs qu'il produisait en poésie, mais aussi dans les autres devoirs, c'était assez, bon, si je me mets dans le costume de prof de lettres, c'était assez pauvre, en fait, c'était difficile, c'était des notes assez basses, il y avait des grosses difficultés, euh, pas beaucoup de richesse de vocabulaire, enfin voilà. Et là, dans ces productions slam, c'est comme si c'était d'autres personnes qui avaient écrit, ils ont composé des choses très très riches, très très profondes, très subtiles, avec un vocabulaire incroyable, et j'ai même appris des mots, ils m'ont appris des termes. Et donc, je me suis dit, voilà, que finalement, je ne pense pas que dans cette expérience-là, par exemple, ça ait biaisé leur production pour la question de l'évaluation. Et après c'est vrai que moi, sinon, comme tu dis, Pascal, j'ai pensé vraiment ces ateliers-là sans idée d'évaluation, plutôt dans ce que je faisais avec donc, la pédagogie Eloquentia de laquelle je m'inspire. Moi, je me suis formée à Marseille avec donc, cette association qui s'appelle Eloquentia, qui fait des ateliers de prise de parole en public donc, qui sont des ateliers éducatifs pour les jeunes collégiens et lycéens. Donc, on intervenait avec ces ateliers de 3 heures en mode série d'ateliers. Dans des classes. Et en fait, moi, je pense que j'ai conçu un peu mes ateliers slam dans cette perspective-là, de proposer des ateliers qui s'insèrent dans l'année, dans les cours, avec des profs qui sont OK pour donner du temps dans leurs cours à ce type d'atelier, mais qui ne sont pas partie de l'évaluation. Mais oui, il y a plein de Oui, questions c'est qu'on se important de trouver pose. le cadre, effectivement, et je pense que c'est idéalement, ce sont des dispositifs qui pourraient être pluridisciplinaires, où les profs de sciences apportent des éléments d'information dans le cadre des cours de sciences. Complètement. Enfin, c'est quelque chose qui... Tu disais toi-même que tu étais seule à mener ces ateliers, et en fait, ce sont des choses qui pourraient être menées à l'échelle d'un établissement avec... enfin, je pense que ça serait extrêmement riche et ça donnerait aussi plus de poids parce que ça permettrait aux enfants de faire des liens entre ce qui se passe dans différentes matières. Enfin, c'est toujours un grand classique. Après, c'est très chronophage de mettre ça en place dans une école, Non, évidemment. mais
Par contre, ce que j'ai pas dit, et tu as raison de m'y faire penser, c'est que, en fait, moi, mon objectif, enfin, ce que je trouverais génial, l'idée, c'est que c'est ce qu'on voulait faire avec le projet avec l'OCE, l'Office for Climate Education, c'était que moi, je vienne et avec d'autres animateurs, peut-être que je forme enfin, voilà, qui partagent aussi ce que je fais, on vienne former des enseignants à ce type d'atelier, qu'ils puissent ensuite... En fait, l'idée, c'est que ce type d'atelier puisse être ressaisi par des enseignants, pourquoi pas ensuite enfin, par qui veut. En fait, l'idée, c'est que ce soit un outil qui puisse être partagé. Voilà. Et donc, plus ce sera partagé, et oui, l'idée de déployer ça à plus grande échelle au niveau des écoles, c'est l'idée, c'est ça, c'est sûr, c'est pas... Oui, oui, oui. Enfin, c'est ça l'objectif, ouais. Mm. C'est ça que je trouverais intéressant. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que tu as vraiment réussi à spécialiser, tu t'es spécialisé dans les abysses, donc les fonds marins profonds, tu as réussi à choisir une forme artistique, il pourrait y en avoir d'autres, et je trouve ça très bien d'avoir un cadre qui puisse, après on pourrait tout à fait s'inspirer de ta méthodologie pour faire d'autres choses. Mais ça fait quelque chose de très structuré et je pense probablement assez facilement, enfin c'est jamais facile, mais appropriable si on peut dire par les enseignants qui seraient intéressés. Je pense que si tu partages ben, les récits qui te servent de point de départ, ce que tu as décrit comme ton icebreaker. J'ai une question, un peu de détail par rapport à l'icebreaker. Tu as parlé de faire fermer les yeux. Et quelque chose à quoi on essaye de sensibiliser les enseignants quand on parle de toutes sortes de pratiques qui invitent à peut-être explorer un peu plus son intérieur. Pour certains enfants, là, toi, tu avais quand même des gens pas très jeunes, mais pour des enfants jeunes, ça peut être extrêmement anxiogène d'avoir à fermer les yeux. Ça peut aussi amener, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe quand une fois que les yeux sont fermés. Et donc, une chose qu'on propose très souvent, c'est de choisir soit de fermer les yeux, soit de fixer un point, ce qui peut permettre à un enfant qui éventuellement serait, je ne sais pas, sujet à une attaque de panique ou à quelque chose qui remonte qui est vraiment douloureux. On sait jamais qui on a en face de nous. Ça peut être un petit truc d'essayer de ne pas imposer de fermer les yeux, mais de le proposer et de proposer d'autres possibilités alternatives. Même si c'est pas toujours facile parce que parfois les enfants, une fois qu'on leur dit de fixer un point, ils fixent un point, puis après ils vont regarder qui fixe le point et ça peut les faire sortir de l'expérience. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent être un petit peu délicates parfois quand on mène ce genre d'atelier. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ça dépend toujours donc, du public qu'on est en face, effectivement, les enfants. Moi, je faisais fermer les yeux parce que comme on marche beaucoup au visuel, et puis sur mon slide, j'avais peut-être des images un peu référentes à l'océan. Enfin, je voulais pas que visuellement, il y ait quelque chose qui les biaise. Mm, Mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec les enfants, c'est différent. Les enfants que j'ai eus, c'était des collégiens, donc je me souviens plus comment ça s'est passé. Ils ont sûrement pas tous fermé les yeux. mm. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Sinon, il me reste à te remercier. J'étais très très sensible à l'image justement qui permettait de remonter, de sortir du U avec ces créatures luminescentes qui étaient magnifiques. Enfin, c'était vraiment très très beau. Donc merci pour ce séminaire où tu nous as montré aussi de très belles choses visuellement et auditivement. J'espère que Beaucoup. l'année prochaine, je pourrai organiser un séminaire qui travaillera plus justement ces liens entre art et sciences et peut-être qu'on pourra en parler la semaine prochaine quand on se verra. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, pour Merci l'invitation. beaucoup et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un sujet complètement différent où on va voyager en Chine et on va avoir une chercheuse de East China Normal University qui s'appelle Yunyu et qui nous parlera de la comparabilité interculturelle, cross-cultural comparability des compétences psychosociales. Donc on reviendra plus à la psycho. Un très grand merci, Pauline, c'était absolument passionnant. Et Merci à beaucoup. très bientôt. Et puis, tous nos voeux, je me parle au nom de toute la salle, mais tous nos voeux pour la rédaction de la thèse qu'on lira, qu'on attend avec impatience. Merci beaucoup, c'était Merci vraiment beaucoup. incroyable. À très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.